Bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono. On se retrouve comme tous les jeudis soirs en direct pour parler sport avec à mes côtés Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez notamment nous présenter les rendez-vous sportifs du week-end, mais aussi un entretien que vous avez réalisé, alors non pas avec un sportif, mais avec un auteur de livres. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Avec nous également ce soir Johan Jadot. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. Notre expert athlétisme, course à pied, triathlon, trail, enfin tout ce qui se fait avec des chaussures de course. Ouais. Puisque voilà, on va parler athlétisme ce soir et surtout cross-country, puisque ça y est, la saison s'est terminée avec les championnats de France. On reçoit Dominique Guillet, alias Moustache. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Entraîneur à l'ACLR, l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Et puis deux athlètes de l'ABV, l'Athlé Bocage Vendée, membre de l'équipe Master de Cross, donc qui a terminé 4e des championnats de France de Cross, donc à Cap Découverte dans le Tarn. On reçoit Benoît Bossis. Bonsoir. Bonsoir. Et Fabien Billot. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors, avant de parler course à pied, athlétisme et cross, on va parler cyclisme, Alexandre, puisque avait lieu aujourd'hui la présentation de l'édition 2024 du Région Pays de la Loire Tour. Exactement, ça se passait ce matin à l'hôtel de région à Nantes. Alors, comme l'an passé, 4 jours de course sont au programme au travers des 5 départements ligériens. Ça se passera du mardi 2 au vendredi 5 avril en 2023. Vous en souvenez peut-être, l'étape inaugurale de la course était arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Eh bien, cette année, il y aura une étape 100% vendéenne. La date à noter, c'est le 2 avril, départ de Fontenay-le-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. L'une des grandes nouveautés aussi de cette année, c'est également la présence d'une étape féminine. Celle-ci aura lieu le mercredi 3 à Saumur, mercredi 3 avril. Et parmi les 18 formations participantes, on y retrouvera notamment l'équipe de la Dynamips Clarisse Automobile La Roche Vendée Cyclisme. Alors à notre micro ce matin, je vous propose d'écouter tout d'abord Laurent Drouot pour la direction sportive de cette épreuve. Il évoque cette première étape 100% vendéenne et les favoris du général. Et il est suivi de Benoît Génozo, le directeur du sport du team Total Énergie. Il fait le point sur les ambitions de la formation vendéenne sur ces jours de course. On fera le grand départ de cette deuxième épreuve à Fontenay-le-Comte en Vendée, direction Saint-Jean-de-Mont sur la très belle ligne droite avenue de la Forêt pour peut-être un sprint massif, mais on ne sait jamais. Mais une très belle étape, il n'y a pas de difficulté majeure, avec des belles lignes droites où peut y avoir du spectacle, des lignes droites qui vous font 10 km et on sait très bien qu'en Vendée, s'il y a un peu de vent, eh bien ça peut être spectaculaire. On a les noms des favoris. Alors forcément, il y a un nom qui se dégage, Brian Coquard, parce qu'il amène avec lui une équipe susceptible de l'emmener plus loin que l'an dernier sur le circuit final du Mans. Mais n'oublions pas Cosnefroy et puis Sam Bennett, avec toutes les bonifs qu'il y a, on ne sait jamais. L'aspect de leur tour, il a tout son sens. Bien sûr, il démarre en Vendée, donc pour nous, il a aussi une saveur particulière. Voilà, on va aligner une très belle équipe au départ et on va essayer de faire mieux que l'année dernière. On va avoir Valentin Ferron, donc qui viendra, qui était 3e l'an passé, qui avait porté haut les couleurs du team. Julien Simon, coureur d'expérience. Jason Tesson, qui était présent ce matin et qui sera notre atout majeur pour les étapes de sprint. Il avait été malchanceux l'année dernière, notamment sur la première étape vendéenne. Et puis la petite nouveauté, un renfort de poids avec la présence de Pierre Latour qui viendra sérieusement renforcer notre équipe. Donc voilà, on a vraiment à cœur de briller sur nos terres, sur nos routes. Alors, donc rendez-vous le 2 avril pour ce Région Pays de la Loire Tour de cyclisme. Allez, on parle cross maintenant, Johan, avec nos invités. C'est les championnats de France donc à Cap Découverte dans le Tarn le week-end dernier. On va commencer par les catégories jeunes, avec notamment les minimes filles et lyonnaises qui s'est distinguée. Effectivement, sur la Coupe de France des ligues minimes, voilà, bon, c'est une sorte de championnat de France déguisé pour les minimes. La belle performance de Yasmine Lazouzi qu'on avait coché quand même depuis les départementaux de Saint-Laurent, des régions et des inters qu'elle avait remporté brillamment. Elle a pris la 3e place, on la voit à l'écran, et justement entraînée par Dominique. Elle était 30e l'année dernière, Yasmine, et cette année, voilà, c'est l'explosion d'un talent. Oui, c'est l'explosion d'un talent, mais comme je dis, il faut rester prudent. C'est une minime et elle s'entraîne 2 fois par semaine, donc le but c'est de l'amener, surtout cadette junior et espoir, dans le haut niveau. Alors il faut rester prudent. Elle a fait 3e, c'est une très belle course, un parcours qui pouvait lui aller. Devant, il y avait des filles qui ont déjà 6 ans de pratique, elle c'est sa 3e année. Elle s'entraîne depuis 2 ans, 1 an cette année 2 fois. Voilà, donc à suivre, c'est quelqu'un qu'il faudra suivre, qui est pétri de talent, et je pense que si on respecte tous les codes de formation, j'espère de tout cœur on la retrouve en junior à la même place. Ça serait
une bonne évolution. On a quelques images, je crois, de la course minime filles au championnat de France. Cet athlète, quand vous l'avez repéré, quand vous l'avez vu la première fois, vous avez tout de suite senti qu'il y avait quelque chose ? Ce que j'ai rencontré, je traîne souvent sur les terrains de foot, ça me permet. Et j'ai vu son père, qui était un ancien coureur de 8, donc elle avait sa fille avec lui. Et puis après, elle voudrait faire de l'athlétisme, j'ai dit, tu l'amènes. Bon, elle a d'origine marocaine, donc c'est génétique. Le papa, il a fait une 45 au 800, donc voilà. Voilà, elle s'entraîne, puis c'est elle ne fait que du demi-fond. Alors on travaille le reste, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le reste, mais elle fait du demi-fond, puis elle est volontaire, elle est régulière aux entraînements, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, voilà, elle est là. Là, elle est enrhumée depuis 15 jours, mais pour l'arrêter, c'est un peu... elle n'avait pas envie, quoi, elle voulait s'entraîner. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est volontaire. Alors, quand vous avez ce genre d'athlète, c'est bien plus agréable d'entraîner. Il faut plutôt freiner les choses que de pousser, quoi. Il ne faut pas les griller, effectivement, voilà. On l'a vu à l'écran, elle finit 3e derrière Lilou Ventura et Louis Tisserand, 2 athlètes de la région Rhône-Alpes, et donc Yasmine qui portait les couleurs de la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire. Rapidement, chez les minimes, pas d'athlètes vendéens, mais quand même une belle ligue d'athlétisme des Pays de la Loire avec Yoann Tétio qui termine 2e, garçon du 72, Timéo Caillère du 53, et malheureusement Malo Kéramon qui est aussi un très très bon coureur minime de la Loire-Atlantique, qui a une petite hypoglycémie pendant la course. Le titre leur était promis au Pays de la Loire et malheureusement il termine 4e. Chez les cadettes, on a également une athlète de la CLR qui s'est distinguée. Oui, on va continuer effectivement avec Dominique parce que Rosalie Galland, elle aussi entraînée par Dominique, prend la 6e place derrière l'athlète de l'Athlé Provence, Lily Mèche Delaunay Foglino. Belle performance quand même de Rosalie qui s'en est plutôt bien tirée, qui est à une 30aine de secondes du podium. Donc là encore, ça se joue on dirait ça se joue à la pédale dans le cyclisme, mais ça se joue dans la boucle. Alors surtout que Rosalie, elle était à une semaine de stage de triathlon, donc beaucoup de kilomètres en vélo. Mais là aussi, Rosalie, elle a évolué par rapport à l'an dernier. Là, je lui avais dit, il faudrait que les 2 derniers jours, tu fasses du jus, voilà. Et heureusement, ils ont leur coach qui a accepté. Elle n'était pas la seule. Mais je pense qu'elle avait un peu de fatigue, surtout sur un terrain comme ça. Il aurait fallu plus de fraîcheur. Mais attention, faut pas faire la fine bouche. Ça fait 6, ça fait une très belle course. Elle a été 3e aux France sur 800 15 jours, 3 semaines avant. Donc voilà, faut pas faire la fine bouche, mais si elle avait eu plus de fraîcheur, peut-être qu'elle aurait pu se mêler un peu plus. Mais bon, avec on refait les courses, puis on est champion, quoi. Donc, c'est vrai. Et elle termine juste derrière Valentine Bastide, qui était vice-championne de France l'année dernière à Carrère. Rosalie, on la voit là, avec sa tunique jaune et ses lunettes. Et on voit d'ailleurs, parce que quand vous regardez les championnats de France de cross, particulièrement cette année, que tout le monde, mais les filles s'écroulaient à l'arrivée comme les garçons, parce que la course a été terrible. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir en parler avec vous, messieurs, parce que le parcours a été... on l'a décliné comme étant sans doute l'un des plus difficiles de toute l'histoire des championnats de France de cross, quoique Plouay, quand même, c'était c'était assez costaud. Je pense que vous en avez peut-être des souvenirs. Comment vous l'avez trouvé, ce parcours, vous ? Dur. Non, c'était un parcours atypique, mais vraiment exigeant, surtout avec la météo des derniers jours. Et du coup, le parcours était très boueux, donc non, fallait être costaud ce dimanche. Et c'est vrai qu'en plus, les Masters ont ouvert le bal, avec Fabien, toute l'équipe de l'Athlé Bocage-Vendée. Ils ont ouvert le bal, donc la boue était assez liquide. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il a fait beau quand même ce week-end, et au fur et à mesure, la boue est devenue très collante avec cette terre un peu glaise. Donc ça a été très très compliqué pour les autres courses dans l'après-midi. Pour vous, messieurs, l'Athlé Bocage-Vendée, alors moi personnellement, je voyais tout de suite presque une victoire en groupie que je suis, mais plutôt peut-être un podium. Et malheureusement, vous auriez peut-être dû nous présenter la breloque aujourd'hui. Malheureusement, c'est une 4e place, c'est la médaille au chocolat. Est-ce qu'elle est dure à avaler ? Déçu quand même, un petit peu. Nicolas nous avait dit que si nous faisions moins de 200 points, c'était possible. Nous faisons 197 points, c'est ça ? 96, ouais. 196, et la 3e place est à 177 points, donc il en a manqué 19. C'est peu et beaucoup à la fois. Donc c'est environ 20 secondes du podium, quoi. Sachant que quand on regarde sur les 8 dernières années, quand on fait 196 points en master, en général, on a une place sur le podium assurée.
Cette année, malheureusement, ça s'est pas passé, mais voilà, on pourra en reparler. On va en reparler un peu plus tard, et puis de tout le parcours, parce qu'il y a quand même eu victoire aux régionaux, victoire aux interrégions, et donc après cette 4e place au championnat de France. Mais on va parler rapidement de basket, puisqu'on a joué mardi soir en National 1 masculine, 2e journée de la 2e phase, et Chaland qui s'est incliné de 4 petits points sur le parquet de Mulhouse, 86-82. Le VCB qui se retrouve 7e avec 4 victoires et 6 défaites. Mulhouse qui se retrouve en tête à égalité avec Rueil-Malmaison. Et justement, on va enchaîner, Alexandre, puisque ça va rejouer dès ce week-end en National 1 masculine de basket. Exactement, avec la 3e journée de N1. On va commencer vendredi soir, d'abord à 20h. Les Sables Vendée Basket affrontent Feur à la salle Beau Séjour. On le rappelle, les Sables jouent leur maintien dans cette 2e phase. Et puis un peu plus tard, à 20h30, cette fois direction la salle Michel Vrignot pour le match entre Chaland et Boulogne-sur-Mer. Le VCB joue lui peut-être une place pour les playoffs. Direction la Ligue féminine. À présent, retour aux Oudéry pour la Roche Vendée Basket à l'occasion de la 19e journée. Les Lyonnaises avant-dernière accueillent Tarbes, 6e au classement. Rencontre à suivre vendredi soir à La Roche-sur-Yon. Sur les terrains de football, à présent 19e journée de National 2. Vendredi soir à 19h en ouverture, La Roche VF 3e reçoit Bergerac, 10e au stade Henri Desgranges. Le lendemain, samedi, les Herbretais tenteront de leur côté de retrouver une place sur le podium en ramenant des points de leur déplacement face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Un cran plus bas dans le championnat de National 3, on jouera samedi soir la 19e journée, 3 rencontres à suivre en Vendée. Les Châtaignerésiens de Charles Devineau accueillent la réserve du FC Nantes, le leader du groupe. Le Vendée Poirier Foot 2e affronte Choret, 9e, et puis enfin réception de Sablé pour les Sables FCOC à l'extérieur. Cette fois, Chaland ira sur la pelouse de la réserve des Chamois Niortais. Fontenay-le-Comte ira à Saint-Philbert. En cas de victoire, les Fontenaisiens pourraient monter sur le podium. Du football, on l'a vu vendredi, samedi et aussi dimanche, cette fois en D3 féminine à 15h. La Roche-SO reçoit Châtellerault à Saint-André-d'Ornay. Sans victoire depuis début février, les Ornésiennes tenteront de se relancer face à l'avant-dernier du groupe. Également dimanche, double ration de volleyball à la Halle des Sports de Boufféré. La journée s'ouvre à midi avec la 17e journée de N3 masculine, une rencontre capitale pour le maintien. Avant-dernier, Montaigu Vendée-Boufféré affronte la Lanterne Rouge Quinte Fonce-Grive. Et puis à l'issue de ce match, place à la 17e journée de la National 3 féminine. Là aussi, le vainqueur pourrait bien prendre une option pour le maintien. Avant-dernière, les Boufféréennes reçoivent La Rochelle, première équipe non relégable. Rencontre lancée à 15h dimanche. Et puis on termine avec du hockey sur glace. L'aventure continue en play-off pour le Ogli. Les Aigles lyonnais démarrent les quarts de finale à domicile face à Villard-de-Lans. Match aller à suivre à la patinoire Arago samedi soir à 18h30. Allez, d'autres rendez-vous à venir un peu plus tard dans l'émission, mais on revient sur ces championnats de France de cross-country dans le Tarn, Johan. On va revenir sur la course des Vendéens dans quelques instants, mais vous souhaitiez parler également de un peu tout ce qui s'est passé dans ce week-end hors Vendée. Voilà. Oui, effectivement, parce que sur le cross-long féminin, on a eu quand même une très belle Cécile Jarousseau qui s'octroie le titre de championne de France. Elle nous vient de l'Entente des Mouches du 49. Elle était déjà championne interrégionale à Chaland il y a quelques semaines et vraiment elle a brillé parce qu'elle sait tout faire. Elle est championne de France de course en montagne. Elle a déjà eu 2 titres de championne de France dans les catégories espoirs, mais là c'est la première fois qu'elle s'octroie le titre de championne de France, et elle était avec Léonie Perriot, une grande triathlète française qu'on verra bien évidemment aux Jeux Olympiques, qui était arrivée de dernière minute puisqu'il y a eu une annulation sur la Coupe du Monde de triathlon WTS à Abu Dhabi, et donc elle a pris l'avion FISA pour venir essayer de disputer la victoire à Cécile Jarousseau, mais finalement c'est bien Cécile Jarousseau qui s'impose. Bravo à elle. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, elle l'a dit à l'arrivée, en 2012, lors des championnats de France à La Roche-sur-Yon de cross, Cécile Jarousseau était junior, Léonie Perriot également, et Cécile avait terminé 2e à la photo finish face à Léonie Perriot. Ben voilà, elle a pris sa victoire, et voilà, c'est pour la petite anecdote. Marine Chevrier termine 40e de cette course, c'est la première de Vendée. Ça, c'était le cross-long féminin. Cross-long masculin. Oui, cross-long masculin remporté par Michael Graham, et une belle performance là aussi d'un garçon du Maine-et-Loire, c'est Nicolas Vitré qui termine juste devant Florian Carvalho, donc ça c'est assez exceptionnel. Il nous a fait vraiment une saison parfaite, titre départemental, titre régional, titre interrégional. Il termine 8e au scratch et 6e français, on le voit arriver en orange. Belle performance de Nico Vitré qui rentre dans la cour des grands. Alors vous êtes 8e au scratch et 6e français, puisqu'il y avait des coureurs étrangers sur ces championnats de France. Effectivement, il y a des coureurs étrangers, et on va voir une image très rapidement sur notamment la course. Alors ça s'est produit sur la course messieurs, le cross-long messieurs et le cross-court femmes. On voit Michael Gras qui se fait
voler la politesse face aux coureurs kenyans du Racing Multiathlon. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de polémiques. On le voit là avec Yelnaï face à Margot Siraki. Elle est algérienne, par exemple, Yelnaï. Elle gagne la course, mais elle n'a pas forcément le titre puisqu'elle n'est pas française. Et là, on voit c'est un peu la mode en ce moment sur les réseaux où ça fleurit, pourquoi les étrangers sont sur les courses, on gâche la course, etc. etc. Bon, ça c'est un vieux débat, sachant qu'ils n'ont pas le titre de champion de France, c'est quand même important de le souligner, et donc je me suis penché un petit peu dans l'histoire pour regarder la première fois qu'un athlète étranger a gagné un championnat de France, c'était en 92 à Brumath. Donc le champion de France pour la première fois n'était pas le vainqueur de la course. C'était donc Tony Rapisarda, qui lui aussi était italien mais français, qui a eu le titre. Alors là, il y a eu un petit peu de frustration parce qu'il n'avait pas pu célébrer à l'époque le titre comme il voulait, mais voilà, pour vous dire que alors il y a beaucoup de voilà, ça discute beaucoup, c'est vrai que c'est un petit peu spécifique. Mais en même temps, il y a des athlètes étrangers dans plein d'équipes, au basket, sur un match de foot, sur un championnat de France de foot. Et j'ai regardé un petit peu au niveau de la loi. Alors, il y a une petite... il y a la Cour de justice européenne qui a traité un cas d'un Italien qui résidait en Allemagne et qui voulait participer depuis longtemps à un championnat d'Allemagne. Et il s'est heurté à la fédération athlétique allemande. Et donc il a porté l'affaire en justice. Et la Cour, effectivement, a dit qu'il était légitime de réserver l'attribution du titre à un ressortissant du pays. Jusqu'à là, tout est normal. Sauf qu'il y a un article quand même dans le traité sur le fonctionnement de l'UE qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Donc finalement, on pourrait se dire que un ressortissant d'un pays A qui pourrait participer au championnat d'un pays B, pourrait, pourquoi pas, être le champion du pays B et se qualifier, pourquoi pas, à une course internationale où il représenterait le pays B alors qu'il est du Pays-Bas. Alexandre Le Naour n'a rien compris. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'est un débat stérile, les athlètes étrangers sont là et ils comptent dans l'équipe, c'est ça en fait qui est important, c'est qu'ils comptent dans l'équipe et là ça a été le cas, ils ont fait gagner le Racing Multiathlon. Et il y avait également, je crois... Oui, on se quitte sur une dernière image. Ouais. Regardez, Alexandre Le Naour qui a appris sa sélection pour les championnats du monde de Belgrade. Magnifique image. Alors là le photomontage, on va peut-être laisser les professionnels s'en occuper la prochaine fois. Il y a eu du temps, j'ai passé l'après-midi sur ça, j'aurais mieux fait de bosser ma chronique. Bon, voilà. Très bien. On va revenir à l'équipe master de l'ABV. Donc on dit 4e des championnats de France, c'est quand même une déception, mais... Que retenir de cette saison de cross avec cette équipe donc composée donc, de Fabien, de Benoît, mais aussi de Julien Moreau, Sébastien Couton, de Bertrand Boulanger et Mathieu Chevolot. Quel bilan vous tirez, Fabien ? C'est un très bon bilan. Ça reste une très belle saison malgré la déception de cette 4e place. Parce que c'est vrai que c'était l'objectif quand même de venir au championnat de France pour faire une médaille. On savait qu'on avait le potentiel pour y arriver. Voilà. On a échoué, mais ça reste quand même... On a glané tous les titres qu'on pouvait glaner, donc le championnat de Vendée, les régions et les interrégions. Donc, sans faute d'ailleurs pour Fabien qui fait un top 15 quand même, c'est pas rien, un top 15, 15e français, 16e au scratch pour être très précis. Bravo à Cyril Valin aussi de l'ASV qui finit juste derrière toi. Et puis Benoît qui est aussi le 4e homme de l'équipe, parce qu'on le rappelle, une équipe c'est... alors, il y a 6 athlètes, mais les 4 premiers comptent. Et donc le 4e de l'équipe est hyper important, et quand on voit la performance de Benoît, cette année il est 118e, l'année dernière il était 176e à Carré, et au bout d'un kilomètre il était 200e, donc vraiment la performance a été plutôt réussite de ton côté. J'étais satisfait quand même de ma course, c'est vraiment le départ qui m'a pénalisé et qui a pénalisé l'équipe également. Après, je pense que le problème est le même pour tous les coureurs, il faut vraiment partir vite, en fait c'est le secret, et... je pense que le regret est peut-être sur le départ. Après, comme disait Dominique tout à l'heure, avec Dessy, voilà. Donc après, satisfait de la saison de cross, on a rêvé pendant 3 mois. Donc c'était beau. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Patrice Legal de la région qui termine 2e, qui était champion interrégional juste devant Fabien à Chaland, qui termine 2e, qui a fait une excellente course derrière Emmanuel Messa, qui alors là est exceptionnel.
Il y a une course dont on n'a pas parlé et un athlète dont on n'a pas parlé, c'est Romain Mornay de la CLR sur le cross-court messieurs. Oui, cross-court messieurs, on attendait des Théo Rageot qui nous a pas offert la plus belle course de sa carrière, qui était très déçu et qui l'a reconnu, était pas prêt mentalement et physiquement. Et Romain Mornay, le dauphin de Théo Rageot, donc à Chaland, c'est Romain Mornay qui s'en est plutôt très très bien sorti. Il nous a fait vraiment une belle course. Il termine 4e derrière Nicolas Marie Daru, vous le voyez à l'écran en vert. Il y avait des Étienne Daguinos, Antoine Sénard, et voilà Romain qui est à sa place. Et vraiment, il nous a étonné, pas par son niveau de forme, mais c'est vrai que sur un cross aussi compliqué, on ne l'attendait pas forcément à cette place, Dominique. Oui et non. Moi, je pensais au départ que, vu le parcours, c'était à son avantage, parce que c'est un petit gabarit. Je me suis dit, voilà, un petit braquet, ça va l'aider dans cette boue. Lui, il m'a dit, bon, Romain est un garçon intelligent, hein, tout de suite, il a dit, moi, j'ai couru, je suis parti moins vite, je savais que ça allait être dur physiquement. Et il a fait cette carte-là, et puis ça lui a été prolifique, parce qu'il termine 4. Hein, et puis Daru, c'est pas n'importe qui. Il avait dû faire 3 ou 2 sur 3000 mètres en salle. Donc c'est quelqu'un, voilà, puis qui a du métier, hein, qui a 35 ans. Bon, là, faut pas être déçu. On n'est pas déçu, il n'est pas déçu. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Peut-être. Voilà, avec si on refait, comme je disais tout à l'heure, on refait toutes les courses, puis on gagne. Non, il a fait une très belle course, avec une saison qui a été longue. Le cross-court, il a fait que 2 crosses dans sa saison. L'Épreuve France, en revenant de Miramas, et le France, quoi. Donc, il n'a pas eu beaucoup de temps d'aller mettre les chaussures dans la boue, comme ses camarades, et puis sûrement d'autres. Voilà, donc c'est un très très bon classement. Mais il va avoir l'occasion de les remettre d'ailleurs. Parce qu'on a appris cette semaine une 3e sélection en équipe de France pour Romain Mornay, cette fois pour un championnat du monde en relais mixte le 30 mars à Belgrade. Donc une date importante qui se rajoute au calendrier. Voilà, c'est très bien pour lui. C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, c'est formidable. Quand on est entraîneur, ça nous pose plus de problèmes. On part en stage le 11 avril, donc 30 mars, 11 avril, ça fait pas beaucoup de temps de récup. Puis le but, c'est de vraiment se préparer une période très forte d'entraînement, donc il va falloir gérer ça. Donc là, il a pris 5 jours de vacances pour oublier un peu tout ça. Et puis je pense qu'on va faire de l'entretien jusqu'au championnat du monde, et puis pour pouvoir attaquer le 11, vraiment ce qu'on doit préparer pour faire éventuellement se qualifier pour les Jeux, quoi. Mon parcours de pistard là-bas à Belgrade, ça va être... Voilà. On suivra ça. Donc ça sera moins usant. Enfin, moins usant. Ça ira plus vite quand même. Ça ira vite. Allez, c'est l'heure de passer à l'entretien de 85 chrono. Et Alexandre, cette semaine, on va parler football et littérature. Et puis une fois n'est pas coutume, on parle sport, mais hors des terrains de football, avec un livre paru cette semaine. Ce livre, c'est Un siècle de football en Vendée, aux éditions du Centre vendéen de recherches historiques. Nous avons rencontré son auteur, donc Mathieu Degnaud, pour y retracer les grandes lignes de l'ouvrage et revenir sur quelques histoires marquantes du ballon rond dans le département. Un livre qui, vous allez le voir, est rempli d'anecdotes, rempli d'images et de pépites en tout genre. C'est ce que je vous propose d'écouter dans l'entretien 85 chrono de cette semaine. Bonjour Mathieu Degnaud. Bonjour. Alors d'habitude, on se retrouve plutôt sur les terrains de sport pour l'entretien 85 chrono. Ici, pas de pelouse, pas de gradin. Alors, on se retrouve dans les locaux du Centre vendéen de recherches historiques et nous allons parler football puisque vous êtes l'auteur d'un livre qui paraît cette semaine en Vendée. Ce livre, c'est Un siècle de football en Vendée. On y découvre les balbutiements du ballon rond dans notre département, la naissance des différents clubs. Vous y racontez les premières histoires du début du XXe siècle, les plus récentes aussi, les exploits en Coupe de France notamment. Comment vous est venue l'idée de se lancer dans un projet comme celui-ci? Alors ça a commencé en 2020 par des recherches en fait, que j'avais fait sur mon club initial, donc Saint-Gemme-la-Plaine. Je me suis replongé un peu dans ce que j'avais trouvé. J'avais jamais exploité ces données, donc j'ai commencé un peu à élargir au club alentour. Et puis, de fil en aiguille, à faire des recherches sur tous les clubs vendéens. Au bout d'un certain temps, j'avais accumulé un certain nombre de données. C'était vraiment de la curiosité au départ. Et puis, je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire ce livre sur l'histoire du foot en Vendée. C'était un peu comme un défi, en fait. C'est vraiment un peu une éloge du football d'en bas. Je parle autant du club de La Caillère ou de l'Aiguillon-sur-Mer que d'Esnay ou Chaland, par exemple. C'est ça, vous le dites, je crois, à un moment dans votre livre, tout le monde va retrouver un club proche de chez lui ou un nom de famille même qui lui est familier? Oui, c'est ça, oui. Donc il y en a pour tout le monde dans ce livre-là? Normalement, oui. Tout le monde va retrouver, oui, quelqu'un, un nom familier, un anonyme qui a œuvré pour son club, etc. Donc...
Il y a beaucoup de photos d'archives, des résultats même de division centenaire, beaucoup d'anecdotes. C'est un travail assez fouillé. On discute aussi beaucoup, j'imagine, dans les clubs pour trouver toutes ces petites pépites finalement. C'est ça, voilà. Parfois, il faut passer par plusieurs interlocuteurs. J'essayais de rencontrer un peu la mémoire vivante de chaque club, mais je finissais toujours par trouver quelque chose d'intéressant à raconter. Il y a eu des rencontres forcément qui ont été assez marquantes. Il y a Marcel Lormeau, qui est assez connu en Vendée, qui est issu du club de la Motachar, qui a été arbitre, qui a été longtemps au district de Vendée et qui, malgré son grand âge, m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Je pense à Jacques Pajot du club de Saint-Jean-de-Mont qui m'a beaucoup aidé, qui a fait des recherches même pour moi, qui m'a mis en relation avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment un travail aussi en collaboration avec les dirigeants des clubs vendéens. Alors Mathieu Degnaud, vous allez avoir 34 ans vous. Cette semaine, vous n'êtes pas du tout historien de formation, vous avez plutôt fait des études dans la communication, vous êtes aujourd'hui fonctionnaire territorial, vous êtes né à Luçon. C'est ça, et vous avez joué aussi, vous, dans différents clubs du département. Oui. Donc vous le connaissez, ce football, sur le terrain, mais aussi dans les recherches. Est-ce qu'il y a, selon vous, un club, une histoire, ou peut-être un joueur qui symbolise justement ce qu'est le football en Vendée? Un joueur, oui, je pense à Claude Robin, qui est donc un joueur issu des Sables d'Olonne et qui a fait une carrière professionnelle dans les années 60, qui a un parcours très atypique. Qui a percé au plus haut niveau, qui a été champion de France même, mais qui est toujours resté très attaché à sa Vendée, qui est revenu plusieurs fois au Sables d'Olonne pour son travail, pour sa famille. Et c'est vraiment symbolique de l'attachement des gens à leur commune. Et ce qui ressort souvent dans l'ouvrage, c'est ça, c'est en fait... Il y a les épopées, il y a les exploits, mais il y a aussi la convivialité, le défendre son clocher. C'est vraiment un peu... raconter un peu le football d'en bas, le football amateur, pas seulement ce qui s'est passé dans les grands clubs. Alors dans la préface de ce livre, Mathieu, vous dédiez l'ouvrage aux travailleurs de l'ombre. Vous écrivez « Tous les clubs vendéens ont connu leur André Boulot » et cet ouvrage leur est dédié. Alors qui était André Boulot ? C'était un dirigeant du club de Nallier, que j'ai connu dans ma jeunesse quand je jouais à Foot Espoir 85. C'est quelqu'un qui était très inspirant parce qu'il donnait vraiment tout pour le club. Il avait une certaine modestie, une générosité. Et en fait, dans tous les clubs, il y a comme ça une personne référente. Un homme à tout faire. Voilà, qui a marqué le club. C'était un peu un hommage à tous ces gens dans tous les clubs, les gens qui ont consacré plusieurs décennies de leur vie à leur association, voilà, des gens passionnés. Et d'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés dans les clubs sont souvent des personnes assez âgées et qui étaient vraiment ravis que quelqu'un s'intéresse à ce qui s'est passé il y a 30, 40 ou 50 ans dans leur club, sachant que des gens actuellement dans ce même club ne savent pas forcément ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce que cette histoire, ce siècle de football en Vendée, dit du football vendéen aujourd'hui, Mathieu ? Ça reflète un peu toutes les mutations, les bouleversements qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire, l'impact aussi des évolutions de la société qui ont eu des conséquences sur l'évolution du football. On a parlé de la guerre, mais il y a aussi par exemple la période des 30 Glorieuses qui a eu beaucoup d'impact positif sur l'essor du football vendéen. Au-delà de l'histoire du football vendéen, c'est l'histoire un peu de la société au XXe siècle en Vendée. Alors, vous achevez votre livre aussi avec cette phrase « Le football vendéen a encore de beaux jours devant lui et de belles pages à écrire ». Alors, si vous pouviez ajouter quelques pages à cet ouvrage, on va dire dans quelques années, qu'aimeriez-vous pouvoir écrire justement à propos du ballon rond en Vendée ? J'aimerais pouvoir dire que, déjà, le football vendéen au niveau national n'a quand même pas beaucoup de références. Il y a La Roche-sur-Yon qui a joué... avec ces deux clubs, le FCY et l'AEP Bourg en D2 à la fin des années 80. Mais il n'y a pas de club qui a percé au niveau professionnel, donc ça paraît compliqué au vu des enjeux financiers aujourd'hui. C'est toujours un espoir qu'ont les Vendéens, mais bon, je suis dubitatif sur ça. Après, l'espoir, c'est que le football continue à vivre dans les campagnes, que les gens s'y retrouvent, qu'ils prennent du plaisir et que les compétitions perdurent dans la bonne humeur. Alors en tout cas, tout ça, c'est disponible. Donc, Un siècle de football en Vendée, c'est aux éditions du Centre vendéen de recherche historique, disponible cette semaine. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, Mathieu ? Sur le site de l'éditeur, donc le CVRH, Centre vendéen de recherche historique. Également, donc dans toute la majorité des librairies vendéennes, les espaces culturels de grande surface, les maisons de la presse, la FNAC, voilà, ce genre d'établissement. Eh bien, avis aux amateurs, en tout cas. Merci. Merci, Mathieu.
Puis un entretien à retrouver dès à présent en replay sur tvvendée.fr et demain, juste après la matinale à 9h, bien sûr sur TV Vendée. Et vous gardez la main, Alexandre, pour les autres rendez-vous du week-end. Et on repart sur les terrains de sport avec le tennis de table, la deuxième phase du championnat national de messieurs. La 17e journée, la Ferrière accueille Nantes-Saint-Médard samedi à 17h. On poursuit en cyclisme avec un rendez-vous qui sera à suivre dimanche en direct sur TV Vendée, la 30e édition de la Bernaudo Junior. Départ de Terval pour une arrivée à La Roche-sur-Yon. La course est à suivre, elle, à partir de 14h30 sur TV Vendée. 2 semaines après les championnats de France de tir à l'arc, le Vendespace accueille un nouveau championnat de France, cette fois place au Jiu-Jitsu. Compétition à suivre samedi et dimanche à Mouilleron-le-Captif. Et puis vous en avez l'habitude, on termine cet agenda avec les rendez-vous de course à pied. 3 sont au programme dimanche, les foulées de l'île de Noirmoutier. Tout d'abord sur 3 distances, et puis dans le haut bocage vendéen du côté de Pouzauges, cette fois place au trail Pouzauget sur 11, 17 ou 30 km. Premier départ dès 8h30 dimanche. Et puis enfin on termine avec la Festi-Marche. Plusieurs initiations, du sport santé, de la marche active sont à retrouver à partir de 10h à la plaine des sports de Fontenay-le-Comte dimanche. Maintenant que la saison de cross est terminée, Fabien, Benoît, quelle va être la suite pour vous du programme sur quelle distance, par exemple, on va vous retrouver principalement? Alors moi, ça sera dans 10 jours maintenant au SMI de Noyer, enfin au SMI Marathon de Noyer dans le 49. Et après, donc ça sera un peu de repos, parce que depuis le mois de septembre, il y a eu un marathon, et donc il n'y a pas eu beaucoup de coupures, donc ça fera du bien de prendre un peu de vacances. 2,28 et je pense que ça peut descendre encore. J'espère. On va essayer. On va essayer facile, en tout cas. à dire sur le papier. On va essayer. Et puis Benoît, peut-être sur 10, ouais. Oui, pour moi, ça sera le 10 de Saint-Sébastien-sur-Loire, donc le 24 mars également. Donc voilà, essayer de surfer sur la vague, comme on dit. Et après, je pense que je vais repartir sur du court, éventuellement préparer un 5 km ou on verra. Voilà, rien de figé après. Et je voulais souligner d'ailleurs, parce qu'on parlait de l'équipe, on l'a cité tout à l'heure, Sébastien Couton qui termine juste après Fabien. Grosse performance de Sébastien Couton qui, si avait fait le championnat de France M3 la veille, aurait sans doute été titré comme l'année d'avant. Mais voilà, il a voulu jouer le collectif et ça c'est hyper important. En fait, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une belle osmose et il termine 29e à 50 piges. C'est un gros résultat quand même. Oui, parce que ces championnats de cross, que ce soit départementaux, régionaux, c'est aussi un moyen de réunir les équipes. On l'a pas noté, mais l'équipe sur le cross court de la CLR termine 10e, avec notamment la 4e place de Romain Mornay. Ça, vous le sentez, Dominique Guillet, que ça permet en début d'année notamment de réunir, de créer de la cohésion? Oui, mais de toute façon, moi je pars toujours du principe que le collectif permet d'emmener les individuels très haut. On le fait depuis de longues années sur les relais, jeunes et le medley, on a été champion de France. Ouais. Et cette année, on a eu, parce qu'il faut regarder, l'équipe est composée de 99,99 de jeunes formés au club. Il y avait que Clémentin Poulain qui est arrivé pour des raisons professionnelles ici. Donc ça, c'est bien. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils sont partis une semaine en stage, tout le groupe, à Montegordo, pour une cohésion. Et bon, on n'a pas eu les résultats par équipe qu'on aurait pu penser, mais bon, ça, c'est les aléas du sport. Théo a ramassé un coup de pointe dès le départ, donc la course était finie. 13e sur le cross-long, l'équipe. Oui. Voilà. Donc, mais ce que je retiens, c'est surtout cet esprit d'équipe qu'on a eu, cohésion, et ce groupe formidable que j'ai de la chance d'entraîner, quoi. Il faut dire ça. C'est grâce à ces garçons. Qu'on a retrouvé également donc, à la BV, avec notamment l'équipe Master. Allez, on va terminer cette émission en vous testant, messieurs, avec le quiz. Alors, attention, on a 4 candidats, nos 3 invités, Johan Jadot, avec des questions préparées par Alexandre, question athlétisme bien sûr. Le premier qui a la bonne réponse, la donne. Allez, on est parti, messieurs. Alors, qui est devenu champion de France Espoir du 800 mètres en salle le 3 mars dernier? 800 mètres France Espoir... de l'OVA. Josué Lecadre. Josué Lecadre. Oui, exact. Allez, kiff, hein, tous les deux. Johan et Fabien. En quelle position? Alors, il me faut les 2 positions ont terminé les sœurs Marine et Anaïs Chevrier. 40 et 40 et 50. 40 et 50. Tout le monde a la bonne réponse. Bonne réponse collégiale. Alors, Aurélien l'a dit tout à l'heure, on va voir si vous avez bien retenu ce qu'Aurélien a dit. Cette semaine, on a appris la sélection de Romain Mornay en équipe de France. Combien de sélections? 3. 3. Trop facile. Quel sprinter s'est offert à mi-février la meilleure performance mondiale de l'histoire sur 300 mètres avec un chrono de 30 secondes et 71 centièmes? Alors là, c'est pas commun. C'est pas commun, effectivement. Alors Benoît Bossy, c'est un record au 800 mètres 4 bières, je crois. Mais c'est Nicolas Coutan, ça. Alors là, oui, encore du Botswana, un nom qui vous viendrait à l'esprit, pas facile. Letsil Tebogo.
Voilà, pas Là, forcément c'était facile. trop 300 compliqué. mètres en même temps, c'est pas la plus médiatique. En saut à la perche, on reste dans l'athlétisme et ailleurs. Quelle est la meilleure performance mondiale depuis le début de la saison? À quelle hauteur était la barre passée par Armand Duplantis il y a quelques 6 mètres semaines? 03. Ah, c'est pas loin. 6-6, non? Non, 6-2. Non. 6-0-2. 6-0-2, en effet. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Alors, on va s'arrêter là. Allez, on s'arrête là, on la gardera pour la prochaine fois. Merci en tout cas pour ce quiz. Merci messieurs d'être venus en visite. Bonne suite de saison. Maintenant, Merci. ça va préparer la saison estivale. Merci Johan. Salut, On se Aurélien. retrouve bientôt pour parler course à pied. Alexandre, on vous retrouve lundi dans la matinale pour le Journal des Sports et un peu plus tard pour 85 chrono. Et n'oubliez pas, donc 14h30 dimanche, la Bernaudo Junior, la course cycliste en direct sur TV Vendée. Très bonne fin de semaine à tous.